Bonjour Héloïse. Bonjour Théophile. Stop à la maltraitance et aux conditions indignes pour les personnels et les usagers et usagères. C'est le mot d'ordre de l'appel à mobilisation pour le secteur de la santé de ce jeudi 22 septembre. Un mot d'ordre qui rappelle un peu, disons, les polémiques qu'il y a eu cet été. Oui, tout à fait. Ce contexte de mobilisation s'inscrit dans le contexte que l'on a connu de fermeture des services d'urgence qui se sont multipliés cet été, avec jusqu'à 42 établissements qui ont été contraints de fermer totalement leurs services d'urgence la nuit et plus d'une centaine de limiter leur activité, parfois même dans les grandes métropoles, mais aussi la crise des recrutements des médecins et des infirmiers qui a conduit en janvier à la fermeture de jusqu'à 20% des lits fermés d'hospitalisation. Juste pour un petit nombre, un petit chiffre, rien qu'à l'AP-HP, il manquerait plus de 1400 infirmiers. Et tout ça, on l'a bien entendu dans les magnétos précédents, a conduit à des décès dans des conditions indignes, ce qui, outre le scandale humain, contribue à la perte de sens, déjà majeure chez les soignants, dont on rappellera à ce titre qu'ils sont une des professions les plus concernées par le burn-out. Alors, de nombreux articles de presse aujourd'hui ont présenté cette journée comme une mobilisation comme une autre, avec son lot de revendications sur les emplois et les salaires, mais il me semble que ce n'est vraiment pas le cas et qu'elle a quelque chose de particulier. Elle vient signer l'effondrement d'un système de santé dans son entièreté. Alors, est-ce qu'on peut établir un lien avec la mission Flash pour les urgences et les soins non programmés menée par François Braun, le ministre de la Santé, cet été? Oui, en effet, disons qu'une des recommandations, une des 41 recommandations de cette mission est assez révélatrice, en effet. Et je parle de la mise en place du SAS. Alors, le SAS, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été mis en place cet été pour contrevenir à l'afflux massif de personnes aux urgences. Il s'agit, dans ses principes, d'une régulation des urgences qui est faite par des médecins généralistes situés dans les centres 15 et qui réorientent les patients dits non urgents vers des médecins traitants volontaires. Le problème, c'est qu'à un mois de ce début d'expérimentation, on voit déjà des problématiques apparaître. Le premier est que les SAS peinent à recruter des médecins régulateurs et des médecins effecteurs, et on va voir pourquoi. Le second, c'est qu'on s'est rendu compte à cette occasion-là qu'un Français sur 10 actuellement est sans médecin traitant, ce qui représente 6 millions de Français. Et cela signe l'échec de la loi sur le parcours coordonné de 2004 qui instaurait le médecin traitant obligatoire afin, au départ, de limiter les abus, les recours abusifs aux médecins. Alors ça, c'est assez révélateur, en fait, puisque cet échec de la loi sur le parcours de soins coordonnés est dû, entre autres, à une mobilité des populations qui a été très mal anticipée à l'époque, à une démographie médicale défavorable, et ça aussi, on va y revenir, aux difficultés d'accès aux soins, notamment pour des raisons économiques des patients et aux déserts médicaux. Et ça, ce qui est assez ironique, c'est que c'est assez révélateur, puisque c'est justement la première phrase d'introduction du rapport de la mission Flash qui a été menée cet été, qui, pour résumer, dit que l'hôpital souffre parce que l'ensemble du système de santé est sur le point de s'effondrer. Alors, tout cela signifie que la crise des urgences n'est que la partie émergée de l'iceberg. Oui, on ne peut pas penser l'hôpital sans parler du fameux amont et de l'aval. Il y a une interdépendance entre les différents maillons de la chaîne et les revendications de la mobilisation d'aujourd'hui sont à ce titre assez intéressantes puisqu'elles s'adressent directement à la DGOS, la Direction générale de l'offre de soins. Et quand on reprend celle-ci, alors on retrouve les revendications classiques autour des demandes de recrutement, de l'arrêt des fermetures de lits, etc. Mais on retrouve surtout, je cite, une revendication contre la dégradation de notre système de santé et d'action sociale, l'augmentation des budgets des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux, et la création de structures nécessaires à la couverture des besoins de santé de la population, biologiques, psychologiques et sociaux. Ainsi, le préavis de grève qui a été déposé par la CGT pour demain concerne l'ensemble des établissements de tous les secteurs confondus, sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement en amont? Le fameux problème d'organisation, comme mis en avant par les différents ministères de la Santé qui se sont succédés des années durant, est-ce que ce n'est qu'un problème d'organisation finalement? Eh bien non, justement, comme on vient de l'entrevoir, le problème est vraiment beaucoup plus global. Il s'agit d'un problème de contexte, notamment de démographie de la population. On est face à une population vieillissante. On estime que la proportion des personnes âgées de plus de 80 ans va doubler entre 2010 et 2060. Et avec ça, ça conduit à plus de polypathologies, plus d'hospitalisations, des consultations plus complexes pour les médecins généralistes et des hospitalisations plus longues. Ça pose aussi des problèmes concernant le maintien à domicile des personnes peu autonomes, parfois très isolées, voire totalement livrées à elles-mêmes.
Il y a aussi, en dehors de la question de la démographie de la population, la question de la démographie médicale en elle-même, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut savoir que l'âge moyen des médecins est de 57,6 ans et que à peu près la moitié des médecins inscrits à l'ordre des médecins est âgée de plus de 60 ans. On peut donc s'attendre à une aggravation majeure dans les années à venir d'une situation qui est déjà catastrophique, notamment en ce qui concerne les déserts médicaux. Et en conséquence de tout ça, on a des médecins libéraux qui sont surchargés, qui refusent de plus en plus les gardes dans le cadre de ce qu'on appelle la PDSA, le fameux médecin de garde du soir et des week-ends, quitte parfois à être réquisitionnés avec l'aide de gendarmes, hein, ce qui tend une grande partie d'entre eux. Alors paradoxalement, ce sont les personnes qui ont une prise en charge à 100% pour une maladie, ce qu'on appelle une affection longue durée, qui sont les plus suivies par les médecins traitants. Et au contraire, les jeunes sont plutôt mal suivis, ce qui conduit les jeunes à avoir moins de recours en cas de pépin. Et tout ça explique pourquoi le recours aux urgences augmente et parfois les médecins qui y travaillent ont l'impression que les motifs de recours de certains patients sont futiles. Alors, la situation en amont, on en parlait, mais quid de la situation en aval? Mais en aval, on paye les conséquences de tout cela, hein, de la politique engagée depuis des décennies. Bien sûr, les fermetures des lits, hein, on est à moins 70 000 lits d'hospitalisation complète entre 2003 et 2019. Des fermetures de lits qui ne concernent pas que la chirurgie, mais qui concernent aussi les services de soins de suite et de réadaptation qui s'adressent à cette population vieillissante et polypathologique. On a aussi le problème de l'accueil coûteux et peu qualitatif en EHPAD, avec la prédation des grands groupes privés sur le secteur, hein, tel que souligné récemment par les scandales Orpea et Corian, et une politique toujours insuffisante en termes de formation et de rémunération sur le secteur du maintien à domicile. Alors, la seule politique purement financière, hein, qui a été mise en place, c'est la politique des soins ambulatoires, mais celle-ci a été mise en œuvre au détriment des patients les plus fragiles. Et on est encore une fois, hein, face à l'absence de prise en compte de ces déterminants, ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, pour penser le parcours de soins. L'absence de prise en compte des ressources financières, de l'étayage familial, du niveau de connaissance en santé et du système de santé pour les patients, et qui joue pourtant un rôle majeur dans la prise en charge, et dont l'évaluation, concrètement, relève du rôle propre des infirmiers, ce qui explique qu'ils soient en première ligne de la grogne actuellement. Et le problème, c'est que tout ça conduit à un accroissement des inégalités de santé, notamment pour ceux qui ne peuvent pas faire l'avance des frais, pour les personnes allophones, les personnes en situation de handicap, hein, on l'a bien vu là pendant la crise Covid, qui ont été les premiers exclus, et des personnes isolées. Alors on se retrouve donc avec le résultat d'une politique de santé purement gestionnaire qui non seulement met à mal l'hôpital et ses soignants, mais impacte aussi directement la qualité de soins de l'ensemble de la population, au détriment en particulier des plus vulnérables. Merci Héloïse pour toutes ces explications, pour ces enjeux-là qui ont justifié cette journée d'action des personnels de santé d'aujourd'hui. Une journée d'action qui aurait pu être mieux suivie, qui n'a pas été massivement suivie en tout cas, et qui n'a pas été accompagnée par la population qui pourtant applaudissait les soignants, hein, à son balcon pendant le Covid. Pourquoi ce soutien a été aussi faible alors que les enjeux sont aussi grands? On en parlera ce soir dans le cadre de Toujours debout, présenté par ma collègue et camarade Nadia, et Christophe Prudhomme de l'Association des médecins urgentistes de France, qui sera sur notre plateau. Il était à la Manif de Paris, il sera sur notre plateau, et on débriefera tout ça. Rendez-vous 18h30.